Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Angela Merkel et François Hollande pour des sanctions de l'Union européenne contre les responsables des violences policières en Ukraine. On en parle avec notre invité, l'ancien ministre et sénateur Jean-Pierre Chevènement. Vous entendrez aussi le témoignage inédit de notre journaliste Jérôme Rabier. Il a assisté cette nuit à la répression sanglante qui a fait au moins 26 morts, place de l'Indépendance à Kiev. Serge Dassault en garde à vue, le sénateur UMP est entendu depuis ce matin par la PJ à Nanterre sur un système présumé d'achat de voix au municipal de Corbeil-Essonnes, une semaine après la levée de son immunité parlementaire. À Béziers, la liste du Front National emmenée par Robert Ménard au coude à coude avec l'UMP Eliabou. C'est les résultats de notre sondage, décryptage à suivre dans ce journal. Au lendemain de la sanglante répression policière à Kiev, l'Europe condamne et veut des sanctions. La situation en Ukraine s'est invitée au 16e Conseil des ministres franco-allemands, réunis aujourd'hui à l'Elysée. Julie Hulin. La place centrale de Kiev à feu et à sang. Au moins 25 morts, des centaines de blessés. La violence semble avoir atteint un point de non-retour. Une situation qui s'est imposée en haut de l'agenda du 16e Conseil des ministres franco-allemands. François Hollande et Angela Merkel condamnant des actes inqualifiables. Notre premier appel, c'est que ça cesse. Mais ceux qui ont commis des actes, ceux qui se préparent à en commettre d'autres, doivent savoir qu'ils seront sanctionnés. L'Allemagne et la France haussent le ton, soutenus par le président de la Commission européenne, qui a demandé au président ukrainien Viktor Yanukovych de mettre fin immédiatement à la violence. Nous attendons des mesures ciblées envers les responsables des violences commises. L'utilisation de la force ne peut pas être acceptée par les États membres. Demain, Laurent Fabius se rendra à Kiev accompagné de ses homologues allemands et polonais avant une réunion extraordinaire des ministres européens des Affaires étrangères à Bruxelles. Reste aux États membres divisés sur le conflit à se mettre d'accord dans l'urgence. L'ONU a quant à elle demandé une enquête indépendante. Sur place, les dirigeants de l'opposition semblent avoir de moins en moins de prise sur un mouvement devenu insurrectionnel. Et pour parler de la situation en Ukraine, nos invités ce soir, Jean-Pierre Chevènement, bonsoir, ancien ministre, sénateur RDSE du territoire de Belfort. Merci d'être avec nous. Avec nous également sur ce plateau, Jérôme Rabier, notre journaliste. Jérôme, vous étiez encore ce matin à Kiev. Vous avez passé la nuit sur place et vous avez assisté à cette escalade de la violence. Alors comment avez-vous vécu la journée d'hier ? Cette journée d'hier, elle était un peu folle puisque le matin, personne ne prévoyait que ça allait dégénérer. Concrètement, il y avait une marche qui était organisée vers le Parlement et très tôt, les affrontements ont commencé. Les policiers ont empêché les manifestants d'approcher du Parlement et là, tout de suite, jet de pierre, les gens participaient, ramenaient des pavés, tout type de population, hein, des personnes âgées, des femmes, des hommes, des hommes en civil et d'autres plus lourdement armés avec des... J'ai pas vu d'armes à feu, mais batte de baseball, chaîne en fer pour aller vraiment à la front. C'était du côté des manifestants, mais les policiers étaient bien présents et avec ces ordres de donner l'assaut le soir. Hein. Exactement, ça a dégénéré au cours de la journée et très vite, lorsqu'ils ont contre-attaqué, ils ont réussi à passer les premiers rideaux de barricades qui étaient défendus par les manifestants et ils ont pris un point qui dominait la place de l'Indépendance, la place Maïdan où étaient regroupés les manifestants et le soir à 19h heure française, 20h là-bas, l'assaut a été donné et voilà, la place en flammes pour empêcher la progression des policiers. Et encore maintenant, ils tiennent à peu près un tiers de la place. L'assaut s'est interrompu, mais on l'a vu, beaucoup de morts et des affrontements très violents sur place. Jean-Pierre Chevènement, on le voit sur les images tournées par Jérôme Rabier, ce bain de sang à 2 heures de Paris, est-ce que l'Union européenne aurait pu l'empêcher ? Vous savez, l'Union européenne a commis quand même quelques maladresses. Dans cette affaire-là, il faut se garder d'un manichéisme absolu. Parce que la démarche qui a été faite vis-à-vis de l'Ukraine, tendant à un accord d'association, aurait pu être concertée avec la Russie. Disons qu'il y a un partenariat stratégique avec la Russie, c'est son nom, bien qu'il n'ait pas donné beaucoup de résultats. Et il y a un partenariat oriental avec 6 ou 7 pays, dont l'Ukraine. Et il n'est pas douteux que M. Yanukovych,
Le président ukrainien s'est servi un petit peu de l'Union européenne pour faire monter les enchères avec Moscou, obtenir des subsides, 15 milliards, ce n'est pas tout à fait négligeable, et puis un rabais considérable sur le prix du gaz. Les chiffres qui ont été avancés pour les aides que l'Union européenne pourrait donner sont tout à fait illusoires. Et l'Union européenne n'avait pas pris position pour dire que l'Ukraine adhérerait à l'Union européenne. Ce n'est pas du tout une démarche d'adhésion. En tout cas, il y a des pays qui n'y sont pas favorables. La France n'y est pas favorable, l'Allemagne non plus. Disons qu'il en va différemment pour certains pays comme la Pologne, les pays baltes, la Suède, la Roumanie peut-être, qui ont des contentieux historiques ou réels avec la Russie. Mais disons que l'Union européenne n'est pas un bloc. Ce sont 28 pays. Donc je pense que si on ne prend pas en considération le fait que l'Ukraine est un pays hétérogène, divisé, catholique uniate, à l'ouest, et puis d'autre part russophone et orthodoxe à l'Est, que naturellement il faut agir avec beaucoup de précaution. Si nous ne voulons pas rallumer la guerre froide en Europe, je crois que personne n'y a véritablement intérêt. À ce moment-là, il faut travailler à ce qu'elle soit un pont entre l'Union européenne et la Russie, et pas un objet de discorde comme c'est actuellement le cas. Je pense qu'il est excessif de dire il y a les pro-européens et les pro-russes de l'autre. Il y a des problèmes de religion, de civilisation à l'intérieur même de l'Ukraine. Et naturellement, on se sert un petit peu des uns et des autres. Disons qu'il y a dans tout cela pas mal de manipulation, pas mal de leurres. Et je voudrais qu'on fasse une analyse, non pas instantanée, même sous le coup de l'émotion, parce qu'il y a des morts. Mais 26, c'est le dernier bilan. C'est le dernier bilan. Vous étiez donc sur place hier. Il y a, voilà, je voulais terminer, il y a quand même un enjeu géopolitique majeur. Ces manifestants, vous avez pu leur parler, que vous disent-ils? Qu'attendent-ils de l'Union européenne? Alors, au départ, ces manifestations qui ont commencé il y a plus de 3 mois, ils réclamaient le rapprochement avec l'Union européenne. Mais maintenant, c'est un peu l'heure de la désillusion. Ils ont bien vu que l'Europe n'avait finalement pas grand-chose à leur apporter et qu'il faudrait qu'ils se débrouillent tout seuls. Sur la place, il y a vraiment des gens de toute tendance, des nationalistes, des gens d'un secteur droit très, très dur, qui ont le rôle de défendre la place parce qu'ils sont très organisés, mais il y a des gens d'extrême gauche, des professeurs d'université qui étaient sur la place. C'est vraiment un groupe hétérogène et ce qu'ils demandent, eux, c'est le départ maintenant de Yanukovych. On a du mal à penser qu'un jour, il y aura une réconciliation désormais. En Ukraine, après ce qui s'est passé, les gens ont été matés sur cette place et vraiment... On a du mal à imaginer que ça va se résoudre. Et l'Europe, ils attendent plus grand-chose de l'Europe. J'ai pu parler avec un politologue hier, il résumait ça en disant ils sont passés de l'euro-romantisme à l'euro-réalisme. Jean-Pierre Chevènement, il y aura peut-être des sanctions qui vont être décidées demain par l'Union européenne. En tout cas, c'est la volonté de François Hollande et d'Angela Merkel. Ils l'ont redit aujourd'hui à l'issue d'un conseil des ministres franco-allemands. Ces sanctions, si elles sont décidées demain, quelle forme doivent-elles prendre selon vous? Écoutez, il est très facile d'annoncer des sanctions, mais j'entends qu'elles seront des sanctions ciblées. Le mot personnel a même été employé par M. Steinmeier, le ministre des Affaires étrangères allemand, et elles viseront les responsables des violences, c'est-à-dire aussi bien les responsables gouvernementaux que ceux de l'opposition. Encore une fois, tout n'est pas blanc-bleu. L'opposition est divisée, vous l'avez dit. En même temps, il y a des éléments radicaux, extrémistes, armés, qui confectionnent au vu et su de tous des cocktails Molotov, qui ont incendié des camions, etc. Et le premier bilan que j'avais entendu, qui ne portait que sur 12 morts, c'était déjà beaucoup, c'était quand même 5 manifestants et 7 policiers. Donc il y a des violences, me semble-t-il, des deux côtés. Enfin, vous étiez témoin, je n'y étais pas. Mais les manifestants ont finalement presque plus que ça à donner. Ça fait 3 mois qu'ils sont sur la place et il n'y a pas eu de résultat. Là, au Parlement, il devait y avoir un moment important. Les députés du Parti des régions, du président Yanukovych, ont quitté le Parlement. Comment on résout ça? Forcément, après 3 mois d'occupation sans résultat, on arrive à cette violence. Et finalement, effectivement, il y a des éléments radicaux. Mais sans aide de l'Union européenne, ils vont de plus en plus se radicaliser. Et justement, maintenant, les slogans sont de plus en plus patriotiques, de plus en plus nationalistes. Évidemment, les gens se radicalisent au fur et à mesure du mouvement. Et sans l'aide de l'Union européenne ou d'autres choses. Et ils ne croient pas forcément tous en l'opposition, M. Klitschko, etc. Ils ont peu d'espoir là-dessus. Mais ils se réunissent derrière cette cause, c'est le départ de Yanukovych. Et effectivement, désormais, il n'y a plus que la violence. Quand on voit
de quelle manière ils ont été attaqués hier. Ils n'ont plus que la violence pour se défendre. Et ils l'ont dit, c'est la liberté ou la mort maintenant, parce que vraiment, en Ukraine, c'est vraiment ce sentiment-là qu'on sent. Quand ils croisent des journalistes français comme moi, ils nous disent, la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Ici, on n'a rien de tout ça. On n'a rien de tout ça. Yanukovych et son clan ont confisqué tous les pouvoirs, ont changé la Constitution. Est-ce qu'ils se font quand même des illusions sur l'Union européenne en Ukraine? Et dans les partis qui sont aujourd'hui à l'opposition, certains étaient au pouvoir. Le parti de Madame Tymoshenko. Mme Tymoshenko n'est pas restée comme un exemple d'intégrité absolue. Enfin, je ne veux pas en dire davantage, elle est en prison. Donc, mais enfin, cette opposition est diverse. Le nationalisme ukrainien a je dirais, des antécédents qui ne sont pas toujours, je dirais, enfin, je ne veux pas revenir à la Grande Guerre patriotique, mais il n'était pas forcément du bon côté. Hein. Donc, je pense qu'il faut avoir tout ça à l'esprit et penser que les violences qui existent aujourd'hui peuvent avoir leur répondant de l'autre côté, parce que l'Ukraine est divisée. Et que, au fond, c'est un des États successeurs de l'Union soviétique, c'était la première Russie. La Russie et l'Ukraine formaient un seul pays depuis le milieu du XVIIe siècle. Il y a une très forte intrication entre ces deux pays. On m'a cité le chiffre de 80 000 entreprises ukrainiennes exportant en Russie et autant d'entreprises russes exportant en Ukraine. On ne peut pas facilement défaire tout cela. Il y a une intrication telle que je pense que cela mérite des précautions. Et on devrait avoir une association, d'autant que la Russie est maintenant membre de l'OMC, qui soit une association à la fois de l'Ukraine, de la Russie et de l'Union européenne. Hein, il faut considérer l'Europe en perspective comme un continent qui doit être durablement un continent de paix. Bien, merci Jean-Pierre Chevènement, merci Jérôme Rabier. On verra demain à Bruxelles quelle est la réponse de l'Union européenne à ce conflit, cette guerre civile en Ukraine. Est-ce que vous me permettez un mot? Rapidement. Moi, je voudrais souligner quand même le grand danger des politiques dites d'ingérence, parce qu'on sait bien où ça commence, on ne sait jamais où ça finit. Et il faut quand même accepter l'idée qu'il y a une démocratie qui doit fonctionner en Ukraine. Alors, elle est très imparfaite, mais il y aura des élections en 2015. 2015, c'est demain. Eh bien, je dirais, ces élections, je doute que M. Yanukovych soit réélu. Hein? Merci beaucoup Jean-Pierre Chevènement. Serge Dassault en garde à vue, le sénateur âgé de 88 ans est entendu par la PJ à Nanterre une semaine après la levée de son immunité parlementaire. Le point avec Camilla Campuzano. Derrière ces murs, Serge Dassault doit rendre des comptes. Le sénateur est soupçonné d'avoir acheté des voix au municipal de Corbeil-Essonnes en 2008, une ville où il a été maire entre 1995 et 2009. Au Sénat, cette affaire met mal à l'aise. Certains acceptent tout de même de se prononcer, mais pas de juger. Je pense qu'il faut laisser la justice faire son travail, que c'est tout à fait normal qu'il y ait eu cette levée de l'immunité parlementaire et que maintenant, eh bien, nous allons attendre les décisions de justice, mais que personne n'est au-dessus des lois. La justice qui s'est tout d'un coup accélérée. L'enquête est en cours depuis 1 an. 3 suspects ont été mis en examen le mois dernier. Des suspects que Serge Dassault devrait affronter pendant sa garde à vue. Elle est possible grâce à la levée de l'immunité parlementaire du sénateur. Une levée qu'il a lui-même demandée et que le Sénat a votée. Jusqu'ici, l'industriel a toujours nié les faits. Une version soutenue par son fils, député de l'Oise, dans une lettre ouverte publiée sur lemonde.fr. La vérité lavera les souillures des mensonges, mais nous n'oublierons pas. Je n'oublierai pas comment ils ont tenté d'abattre un honnête homme. Le doute plane sur la dépense de près de 7 millions d'euros, des dons inintéressés selon Serge Dassault, des sommes versées via des intermédiaires pour acheter les électeurs selon les indices des juges d'instruction du pôle financier de Paris. Aujourd'hui, le sénateur risque d'être mis en examen. Tout de suite, c'est notre page spéciale municipale. Mickaël Zamès nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Mickaël. Alors bonsoir, on commence avec un sondage national. Le mercredi, vous savez, c'est sondage évidemment. Le sondage CSA Orange pour le Figaro. 46% des sondés se prononcent pour les listes de droite, 43% pour la gauche, progression de 2 points par rapport au mois dernier. Le Front National en revanche passe de 8 à 9. Et à noter quand même la mobilisation qui est en hausse, 57%, soit une progression de 5 points en un mois, selon l'analyse de l'Institut CSA. C'est pour cela que la gauche augmenterait un tout petit peu.
Alors maintenant, direction Béziers, où rien n'est joué. Oui, résultat d'un sondage IFOP pour Public Sénat, Paris Match et Sud Radio. Premier tour, la liste UMP, UDI, Modem, conduite par Elie Abou, est au coude à coude avec la liste de Robert Ménard, soutenue par le FN avec 36%. Derrière la liste PS, Europe Écologie Les Verts, Parti Radical, qui obtiendrait 21%. Le Front de Gauche est à 7%. Alors, eh bien, au deuxième tour, c'est l'incertitude. Ouais, l'incertitude, regardez les résultats. La liste UMP l'emportera avec 39%, mais elle est suivie de très près par Robert Ménard à 35%. L'ancien patron de Reporters sans frontières devance la liste PS créditée de 26%. Alors, quels enseignements peut-on tirer de ce sondage sur Béziers? Tout d'abord, un net recul de la gauche à moins 5 points par rapport à 2008 et le FN plus 10 points par rapport au score de Marine Le Pen. C'est ce qui est nouveau et qu'on a évidemment expliqué hier soir dans le sondage sur Hénin-Beaumont. Eh bien, c'est que le FN élargit énormément son socle au deuxième tour. Près de 10 points, c'est énorme. Autre ville, autre sondage, Mickaël, direction Angers. Oui, Angers est une ville test pour la droite. Tous les experts UMP, en tout cas, disaient il y a peu de temps que la ville allait basculer. Là, c'est la troisième ville de l'Ouest. Elle est détenue par la gauche depuis 1977 et ce sera beaucoup plus serré que prévu pour Christophe Béchu, sénateur UMP. Le candidat UMP qui arrive en tête avec 36% des voix. Frédéric Béat, maire sortant, 30%. L'ancien socialiste parti en dissident Jean-Luc Rothureau est à 14%. Division de la gauche, qui aurait donc dû favoriser évidemment Christophe Béchu. Mais regardez les résultats du deuxième tour. Ce n'est pas une expression, mais un résultat. 50-50. Là aussi, quelques enseignements, notamment sur ce troisième homme, Jean-Luc Rothureau. Si jamais il devait se maintenir au deuxième tour, évidemment, ça c'est la perte assurée pour la gauche. S'il se désiste, eh bien, ça reste ouvert. Une candidate dit halte aux réseaux sociaux. Oui, stop à Facebook, stop à Twitter. À Metz, la candidate UMP Marie-Jo Zimmermann a fait savoir qu'elle suspendait sa campagne des réseaux sociaux. Elle demande d'ailleurs à tous ses colistiers de faire de même. Trop de provocations, des dérives, des accusations en tout genre. C'est chez ses adversaires évidemment, mais aussi dans son propre camp. Explication, division, désaccord, évidemment aussi trop voyant dans son camp. Pour info, il y a quelques jours, elle faisait appel à une société spécialisée pour gérer les réseaux sociaux. C'est raté, Marie-Jo Zimmermann et ses amis Twitter, c'est fini. Et pour finir, il n'y a pas d'âge pour faire la politique, Mickaël? Oui, Henriette Hans, 100 ans. Elle est candidate pour la deuxième fois dans la ville de Saint-Genis-Laval. C'est dans le Rhône, 20 000 habitants. Candidate pour le Rassemblement Bleu Marine, proche de Marine Le Pen. Et pour être complet, le plus jeune candidat, lui, il se présente à Beuzeville. C'est où Beuzeville, Delphine? Je ne sais pas. Vous allez Eh bien, c'est dans l'Eure et il a 18 ans. Merci beaucoup, Mickaël. On vous retrouve demain. Au Sénat, c'est le projet de loi de réforme de la formation professionnelle qui poursuit son examen. Les sénateurs ont adopté l'article 1er cet après-midi qui prévoit la création d'un compte personnel de formation, clé de voûte du dispositif voulu par le gouvernement, dans une ambiance consensuelle. Alors pour en parler, on va retrouver Tam Tranui en direct de la tribune de presse de l'hémicycle. Alors comment était l'ambiance cet après-midi, Tam? Bien, vous l'avez dit, Delphine, c'est l'écoute et le dialogue qui ont prévalu cet après-midi. Et d'ailleurs, ça a été souligné par les différents orateurs qui ont pris la parole lors des explications de vote sur cet article 1er. Et ça, quel que soit leur groupe, un relatif consensus qui s'est vu dans le vote puisqu'il y a eu 209 voix pour et seulement 20 contre. Alors du côté des pour, eh bien, il y avait les voix des socialistes, bien sûr, mais aussi celles des écologistes et des centristes. Du côté des contre, eh bien, il y a eu les voix des communistes. Quant au vote de l'UMP, je vous le laisse découvrir à travers l'intervention de Jean-Noël Cardou. On l'écoute. Si globalement notre jugement sur cet article est toujours positif avec la création du compte personnel de formation, le groupe UMP s'abstiendra sur l'article 1er. Voilà donc quand l'UMP est satisfaite donc par une proposition socialiste, elle s'abstient. Alors pour en revenir vraiment sur le fond, le compte personnel de formation va s'appliquer donc a priori à partir du 1er janvier 2015 et il va s'appliquer à toutes les personnes de plus de 16 ans, qu'elles travaillent ou qu'elles soient en recherche d'emploi et surtout ce compte va suivre les salariés tout au long de leur carrière. On ne va pas perdre ses heures de formation en changeant de travail ou bien alors quand on est au chômage et ça a été unanimement salué par les sénateurs qui ont salué donc un droit attaché à la personne et non aux salariés. Mais cette unanimité, elle ne va pas durer car sur le reste du texte sur la formation professionnelle, il y a des clivages très forts. Et hier, lors de la discussion générale, les communistes ont déjà dit qu'ils voteraient contre. Les écologistes ont quant à eux dit tous leurs doutes. Avec cette gauche ainsi divisée, on s'avance donc vers un rejet de l'ensemble du texte.
Merci beaucoup Tam. Et autre temps fort de l'actualité au Sénat, c'est l'audition de Nicolas Dufourcq, le directeur de la Banque publique d'investissement, la BPI, créée il y a un an pour aider les entreprises en difficulté, mais pas seulement. Voyez ce reportage de Sandra Cerquera au Blanc-Ménil dans une PME qui a bénéficié d'un prêt pour se développer et améliorer sa compétitivité. Près de 2 millions d'euros, c'est le montant du prêt de la Banque publique d'investissement dont a bénéficié ce chef d'entreprise. Un sérieux coup de pouce qui va lui permettre de déménager vers des locaux plus grands et devenir enfin propriétaire après 25 ans d'activité. C'est un confort, puisque aujourd'hui ça permet de garder les fonds propres et malgré tout continuer à investir pour encore accroître nos performances. C'est bien un prêt en tant que tel et non pas une subvention ou une aide. Avoir la BPI à ses côtés permet de rassurer les banquiers, de plus en plus frileux en temps de crise. Cela permet aussi de contracter un prêt à un bon taux, entre 2,9 et 5%, en fonction de la santé financière de l'entreprise. Celle de ce patron spécialisé dans les portes blindées va bien. Elle a quand même bénéficié d'un prêt, car la vocation de la BPI n'est pas seulement d'aider les entreprises en difficulté. C'est un cautionnement de qualité et ça permet, en plus d'avoir notre trésorerie qui va nous permettre d'accroître encore notre potentiel, permettre d'agrandir et d'embaucher de nouveaux collaborateurs. Et des embauches sont prévues prochainement. Avec le déménagement qui arrive à la fin de l'année, l'entreprise pourra accepter de nouveaux clients et augmenter encore sa production. En bref, le Sénat a adopté en commission à l'unanimité un amendement du sénateur PS Roland Courteau reconnaissant que le vin fait partie du patrimoine culturel, gastronomique et paysager de la France dans le cadre du projet de loi de modernisation de l'agriculture qui sera examiné en séance par les sénateurs après les municipales. C'est un véritable appel à la fraternité que lance le sénateur socialiste Yannick Vaugrenard dans son rapport pour enrayer le cycle de la pauvreté. Quelles sont ses propositions? On va en parler avec lui dans un instant. Mais avant, voyez ce reportage de Faustine Saint-Geniès qui s'est rendue au foyer de la Mie de Pain à Paris à la rencontre de ces nouveaux travailleurs pauvres. Depuis plusieurs années déjà, Vanessa Yatera a du mal à joindre les deux bouts. À 26 ans, elle est en CDI comme agent de sécurité de nuit. Elle gagne 1 300 € par mois. Mais après avoir payé son loyer au foyer où elle est hébergée et remboursé ses dettes, il ne lui reste que 200 € pour vivre. J'aimerais arrêter de payer, subir en fait, de survivre entre guillemets on va dire. La jeune fille a connu un parcours chaotique. Orpheline, pupille de l'État, elle a dû enchaîner les petits boulots jusqu'à se retrouver sans emploi pendant plusieurs mois, obligée de s'endetter. Elle a tout de même réussi à trouver sa voie grâce à son entourage. Je suis la dernière d'une fratrie de 8. Ils m'ont montré que la vie c'est pas facile tous les jours, mais que il faut se battre. Et j'ai pu passer mes diplômes de sécurité incendie. Et maintenant je suis dans ma branche quoi. Il me manque plus qu'un logement et être indépendante totalement on va dire. Et pour conquérir son indépendance, elle est accueillie dans ce foyer de jeunes travailleurs depuis presque 4 ans qui l'aide dans ses démarches pour trouver un logement. Christopher Averland, animateur depuis 10 ans à l'association La Mie de Pain, a vu la situation des jeunes se dégrader. Je constate, sur 10 ans de recul, une réelle paupérisation, je dirais, de la jeunesse. Je trouve qu'en 10 ans de temps, il y a un vrai recul dans les difficultés d'insertion professionnelle. L'accès au logement est beaucoup plus compliqué. Il y avait certains circuits propres au champ social qui ne fonctionnent plus. Le foyer héberge 114 jeunes étudiants ou travailleurs comme Vanessa pour les aider à trouver leur place dans la société. Yannick Vaugrenard, bonsoir. Vous êtes sénateur socialiste de Loire-Atlantique et vous avez donc rédigé un rapport sur ce cycle de la pauvreté. On vient de le voir dans ce reportage, la pauvreté qui touche 8,7 millions de personnes en France, même des travailleurs. Ça, c'est nouveau, Yannick Vaugrenard. C'est tout à fait nouveau, vous avez raison de le souligner. Et dans le reportage, on parlait de Vanessa qui, malgré son désespoir, a la chance d'avoir une forme de solidarité familiale, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas. Effectivement, il y a des nouvelles pauvretés aujourd'hui. On parle beaucoup des jeunes, et c'est tout à fait réel, les jeunes de moins de 25 ans, de 18 à 25 ans en particulier. Des étudiants également. Des étudiants également. Et aussi, on en parle trop peu, je trouve, les enfants. Un enfant sur 5 aujourd'hui est en situation de pauvreté. 1 sur 2 dans les zones urbaines sensibles. Le constat est
est terrible. Et donc, ça suppose une prise de responsabilité. Ça suppose une prise de conscience d'abord de la réalité du phénomène et de son évolution. Ça suppose également d'instaurer la confiance. Pourquoi je dis instaurer la confiance? Parce que depuis une dizaine d'années, on parle beaucoup trop de, des pauvres qui seraient pas honnêtes, qui tricheraient, voilà. Et on contrôle constamment et puissamment. Et moi, je veux préconiser plutôt l'instauration de la confiance, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'il n'y a pas de malhonnêteté, mais que les aides sociales sont versées a priori et que les contrôles se font a posteriori. Pourquoi je fais cette proposition? Tout simplement parce que le nombre de personnes qui ne bénéficient pas de ce dont elles devraient bénéficier par l'intermédiaire des aides sociales sont en nombre croissant. Elles n'en bénéficient pas parce que c'est trop compliqué. Parce qu'il faut raconter son histoire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Donc elles n'en peuvent plus. Et du coup, eh bien, ce sont les non-recours qui se chiffrent à un montant de 3 à 4 milliards d'euros. Et donc c'est quelque chose d'énorme. Et donc part du principe de la confiance. Et ensuite, je le dis dans mon rapport, osons la fraternité. Osons la fraternité en insérant également l'ensemble des hommes et des femmes en situation de pauvreté, en faisant qu'ils participent aux décisions qui les concernent, et notamment, en particulier, aux documents administratifs qui parfois sont extrêmement complexes. Bref, qu'ils aient la possibilité de s'exprimer une fois et que ça leur serve dans tout le parcours pour pouvoir bénéficier des aides sociales, pour pouvoir bénéficier d'une formation, pour pouvoir bénéficier d'un logement. Pourtant, ce que vous soulignez également dans votre rapport, c'est que la France consacre 33% de son PIB à la protection sociale et à la mise en œuvre de politiques ciblées. Ça ne marche pas. Alors pourquoi? Ça ne marche pas parce que c'est trop compliqué, d'abord. Parce qu'ensuite, il y a insuffisamment de cohésion entre les différentes administrations. Parce que également les travailleurs pauvres, bien entendu dans le reportage on en faisait état, mais également l'ensemble des hommes et des femmes en situation de pauvreté ne sont pas suffisamment écoutés, entendus. Il faut qu'elles participent aussi à l'élaboration des textes législatifs. Et également, nouveauté que je suggère, c'est qu'à partir du moment où il y a un nouveau texte législatif, posons-nous la question de savoir quels vont en être les bénéficiaires. Est-ce que les personnes, les hommes et les femmes en situation de pauvreté vont pouvoir en bénéficier ou pas? De la même manière, lorsqu'il y a un texte législatif, chaque parlementaire se pose la question des finances, les conséquences financières. Nous devons obligatoirement nous poser la question de savoir si les hommes et les femmes en situation de pauvreté vont pouvoir bénéficier de ces nouveaux textes de loi. Il faut vraiment réinventer l'inclusion sociale. Alors, il y a souvent des rapports sur la pauvreté. Oui. Est-ce que votre rapport, c'est un rapport de plus, Yannick Vaugrenard? Si c'est ça, c'est une catastrophe, bien entendu. Je ne souhaite pas que ce soit un rapport de plus, sinon j'aurais travaillé pendant 9 mois pour rien ou pas grand-chose. Non, non, je crois qu'il faut qu'il y ait une continuité, bien entendu, dans la réflexion, que le ministère en charge de cette situation dramatique, Marie-Hélène Carlotti, puisse auditionner également celui qui a élaboré ce rapport, que le Premier ministre également prenne en charge ces choses. Une partie a été prise en charge, bien entendu. Mais les familles monoparentales, par exemple, aujourd'hui, ce n'est pas la même pauvreté qu'il y a 10 ou 20 ans. Vous avez énormément de familles monoparentales, parce que les couples se séparent de manière plus importante. Et ces familles monoparentales, 9 fois sur 10, ce sont des femmes seules. Et ces femmes seules ne touchent pas les allocations familiales si elles ont un seul enfant. Le bon sens, c'est que les allocations familiales soient touchées dès le premier enfant. Merci beaucoup Yannick Vaugrenard d'avoir été notre invité ce soir. C'est la fin de cette édition. À 22 h, Sonia Mabrouk. Très bonne soirée et à demain. C'est nécessaire qu'on ait des règles qui soient posées. Parce que si vous n'avez pas de règles, vous faites tout et n'importe quoi.